Répondre à cette série de questions et après, je donne le micro. Merci beaucoup. Non, comme vous savez, il y a actuellement à peu près 8 régimes de change. C'est-à-dire le FMI reconnaît aujourd'hui à peu près 8 régimes de change et donc ces régimes, ils ont pignon sur rue. Après, tout dépend de la vision qu'un État a du développement de son économie eu égard à ses caractéristiques structurelles et à la qualité de sa gouvernance, à ses contraintes. Et quand vous observez la zone franc, je peux dire que, bon, peut-être que je peux les citer et revenir là-dessus. Le premier régime, c'est les États sans monnaie propre, par exemple les unions. Le Togo n'a pas de monnaie propre parce que le Togo est dans une union monétaire, donc ça va être le CFA. Donc, l'Estonie et l'Estonie avaient le même régime avant leur passage dans l'euro. L'Argentine avait ce même régime jusqu'en 2001, avant la crise argentine, et ils ont arrêté ce qu'on appelle le currency board, de plus ou moins 1%, pour définir un régime de change fixe. Le quatrième régime, c'est le régime avec ce qu'on appelle bande de fluctuation. Donc vous définissez le taux de change, mais il varie, il fluctue dans une bande. Un peu comme le système monétaire européen, de 1979 à 1993. Vous aviez, comme bande, c'est plus ou moins 2,5%. Donc, le tunnel, c'était 5%. Et avant, vous aviez le serpent monétaire européen, on a dit, le serpent dans le tunnel, là, c'était plus ou moins 1,25%. On pourrait revenir sur les détails. Ensuite, cinquième type, c'est vous avez une parité qui n'est pas fixe. Donc vous avez ce qu'on appelle une parité glissante. Donc ça veut dire que de façon périodique, vous revenez sur la parité. Et à ce moment-là, votre cours pivot, il bouge. Le sixième type, c'est la bande glissante. C'est-à-dire que les bandes de fluctuation ne vont pas bouger, mais comme votre cours pivot va bouger, ça fait glisser la bande. Le septième, c'est ce qu'on appelle les régimes de flottement dirigé ou de flottement géré, où c'est le marché qui vous donne votre taux de change, mais vous êtes très actif, un peu comme la Tunisie, qui a un système de flottement dirigé sans annonce préalable de la trajectoire de taux de change. Donc c'est le marché qui vous donne le taux de change, mais vous êtes attentif pour éviter des fluctuations peut-être trop fortes. Et le huitième, c'est le flottement pur. Et là, c'est le marché qui vous donne votre taux de change et vous intervenez très peu, sauf lorsqu'il y a des méga fluctuations. Donc, en soi, il n'y a pas un régime préférable à un autre. Tout dépend de la cohérence d'ensemble de vos politiques. C'est ce que Martial disait tout à l'heure. Si vous voulez émerger, vous savez que vous avez de gros investissements à effectuer. Vous ne pouvez pas dire que votre objectif, c'est l'émergence et en même temps n'avoir comme objectif in fine que la défense de votre parité fixe. C'est ça le truc. Oui, vous pouvez dire, moi mon objectif c'est la défense de la parité fixe. Et à ce moment-là, le chômage de masse des jeunes, vous savez que c'est une conséquence logique. Parce que votre variable d'ajustement à ce moment-là, c'est le chômage massif des jeunes. De facto, vous l'aurez parce que la demande forte engendre, bien entendu, de l'inflation. Toutes choses étant égales par ailleurs. Donc la question, c'est lutter contre le chômage, qui veut faire en sorte que nos économies soient émergentes,
mais qui, dans la zone franc, en 2005 et 2013, on a dépassé les 100%. On est même arrivé à 110% de couverture. Ça veut dire qu'on a fait pire que les régimes. Ils nous demandent de couvrir à 20% l'émission monétaire. C'est-à-dire que le Trésor français dit, si vous couvrez, pourquoi alors que l'assureur, officiellement, dit, si vous mettez 20, vous pouvez émettre 100. Moi, je mets 110 pour émettre 100. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas confiance en l'assureur? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas confiance en moi? Ou est-ce que c'est parce que je ne sais pas quoi faire de l'argent? Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a toujours, au lieu de couvrir à 20%, par précaution, on va couvrir à 40%. Ou 50%, ou un peu plus. J'ai eu ce débat avec le gouverneur de la BCAO, l'ancien, Charles Konombani, qui m'a dit, à Ouagadougou, je travaillais à la commission de l'UMOA, et il est venu, il a fait un exposé, je lui ai posé la question. Il m'a dit, vous êtes un économiste, vous ne devriez pas parler comme le président Abdoulaye Wade qui ne comprend pas grand-chose. Okay. Donc je lui ai dit, non, monsieur le gouverneur, c'est un peu rapide comme réponse. Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que quand vous couvrez à plus de 100%, c'est une question de principe ou une question d'opportunité? Si c'est une question d'opportunité, ça veut dire qu'on doit pouvoir calculer, nous, le taux de couverture optimale. Maintenant, si c'est une question de principe, même si on couvre à 600%, il faudrait continuer à déposer nos réserves auprès du Trésor français. Parce que là, c'est le principe. Donc, il n'a pas pu me répondre. Donc, sur les questions de régime de change, parce que j'en parle, parce qu'on nous fait souvent ce procès en disant, voilà des gens qui ne nous disent jamais ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire, parce que nous ne sommes pas les premiers. Nous ne découvrons pas la gestion des régimes de change. Nous ne sommes pas plus idiots que d'autres. Donc la question, elle n'est pas là. La question, c'est ce que disait Martial, c'est la décolonisation des esprits. On ne comprend pas que des gens qui, soi-disant, sont fiers d'avoir obtenu leur indépendance en 1960. Moi, je vois des cadres très haut placés dans les administrations africaines qui me disent, mais Kako, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment gérer autre chose? Je dis, mais écoutez les gars, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester mineur toute votre vie? Le cycle de vie, c'est qu'on est enfant, on est ado, on est adulte, on vieillit et on meurt. Bon, vous êtes bloqué dans l'adolescence. Je dis, mais c'est ça, puisque vous me dites d'une voix tremblante, est-ce que vous pensiez qu'on peut? Je dis, mais ça, il faut le faire. Je veux dire, tant que c'est comme nager, je veux dire, tant que le type il est au bord de la piscine, il me demande, est-ce que tu penses que je peux nager? Je dis, mais il faut savoir comment les autres ont fait. Et puis, par rapport à tes caractéristiques, tu vas nager. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Je vais aller beaucoup plus vite. Monsieur Féliro, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, le professeur Mamadou Koulibaly avait sorti un ouvrage sur l'analyse économique des traités franco-africains, où il avait brossé tous les traités, notamment les traités militaires. Parce que, moi ce que je dis souvent, actuellement on est dans un régime féodal, puisque nous qui sommes dans la servitude volontaire, nous déposons notre argent auprès du Trésor français, donc c'est le seigneuriage. Quand vous prenez le régime féodal, c'est le seigneuriage. Et en contrepartie, le suzerain ou le seigneur nous offre sa protection. C'est le dispositif Barkhane, qui nous permet de pouvoir résister. Ça, c'est vraiment le typique du régime féodal, puisqu'on demande au souverain d'assurer la protection. Et en contrepartie, on lui paye le seigneuriage. Donc, c'est quelque chose de typique de nos arrangements monétaires. Il y avait une autre question sur... donc c'est... Voilà. La monnaie unique, si on peut arriver à une monnaie unique. Oui, bien sûr, quand vous prenez l'Europe, la zone euro, vous prenez l'Allemagne et la Grèce, il n'y a aucune commune mesure. Okay. Si vous décidez d'avoir la même monnaie, c'est d'abord un acte politique que vous posez. Et la Californie, vous n'avez pas d'homogénéité. Okay.
les gens nous disent pour la monnaie CEDEAO, mais comment est-ce que vous allez faire? Il y a le Nigeria et puis il y a le Togo. Je dis, mais entre l'Allemagne et la Grèce, vous avez les mêmes disparités de PIB. Mais comme c'est un acte d'abord politique, okay, il faut assumer ensuite la gestion des transferts. C'est pour ça que je suis mort de rire en général quand les gens me disent on ne fait pas la monnaie CEDEAO parce qu'il n'y a pas de convergence. Okay? On nous dit là on a reporté de 7 ans parce qu'on attend la convergence. Je dis mais les amis, vous avez, prenez même les pays sahéliens, okay? Il y a une saison sèche et une saison de pluie. Bon. Les pays côtiers, il y a 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. Quand est-ce que vous allez avoir la convergence? Les économies agricoles primaires. Okay. Donc si c'est cette convergence que vous attendez, dans 50 ans, on va encore attendre la monnaie CEDEAO. Voilà, je dis non, il faut être sérieux. Okay. Il faut être sérieux. La monnaie, c'est quelque chose de politique. Il faut assumer. Et en plus, nous avons toutes les théories possibles et imaginables d'endogénéité des critères. Et le fait de créer la monnaie peut rendre les cycles synchrones aussi. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de peur à avoir. Sur l'accompagnement de Michel Sapin, bon, comme Michel Sapin lui-même n'est plus ministre, je laisse la question. Nous attendons le discours de Bruno Le Maire à la prochaine réunion Zone Franc pour voir ce qui sera dedans. Et donc, Martial, j'ai été un peu long, pardon. Bon, je vais plutôt rebondir par rapport à ce que Kako a dit. C'est le côté, la décision politique et surtout le fait que, on va prendre des exemples, peut-être un exemple dans le monde de l'entreprise où on le voit plus. Vous savez, il y a quelques années, quand les Européens décident de créer Airbus, on dit rationnellement à ce moment-là, Boeing est l'acteur hégémonique du marché. On dit c'est pas possible de concurrencer Boeing. D'ailleurs, vous analysez les coûts fixes, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, Airbus concurrence avec Boeing. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une décision et que vous menez des politiques cohérentes derrière, une décision qui ex ante peut paraître irrationnelle peut devenir rationnelle parce que vous allez faire les investissements nécessaires pour qu'elle le devienne. Donc je pense que c'est en ce sens qu'on ne peut pas exclure la question de la monnaie unique. C'est un cadre général, c'est une perspective. Et puis il y a plusieurs chemins pour y arriver. Je pense que ce qui est important dans ces questions, c'est de garantir dans là ou les prochaines monnaies le caractère panafricain des monnaies. C'est-à-dire que même si je n'ai pas la même monnaie que mon voisin, je dois pouvoir aménager les convertibilités possibles. D'autre part, le principe de solidarité dont nous avions parlé, qui n'est pas nécessairement un principe régional. Rien n'empêche des pays qui ne sont pas voisins de se solidariser en termes de devises, en disant par exemple nous avons des cycles opposés et donc justement on va pouvoir étaler les risques, hein, limiter les risques. Rien n'empêche. Et le problème justement ici, c'est pour ça que je reviens à mon problème de colonialité, c'est que c'est là que doit porter la réflexion. Et non pas à nous dire bon tel a brûlé un franc CFA. Je veux dire que ça sert absolument à rien. Il y a aujourd'hui une infinité de chemins possibles. Vous voyez la Norvège, comment la Norvège gère ses ressources pétrolières. C'est le plus grand fonds souverain, le plus efficace. Donc il y a des possibilités. On doit voir comment ça fonctionne. Et on peut le voir. On voit comment le Koweït a géré également ses ressources pétrolières, de telle sorte que même quand on a arrêté la production pétrolière parce qu'il y a eu l'invasion irakienne, pendant de longs moments, les revenus investis à l'extérieur permettaient de garantir le niveau de vie des Koweïtis. Bon, bien sûr, ce n'est pas la même démographie, etc. Ce n'est pas aussi leur pétrole est plus accessible, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent, mais c'est pour dire qu'il y a des possibilités, mais il faut vouloir le faire, et il faut prendre les mesures qui sont rationnelles avec nos choix. Sur la question, effectivement, des fluctuations, en fait, j'ai compris aussi dans votre question qu'il y avait l'idée que il y avait un peu l'idée de, comment on va appeler ça, un peu une espèce de charlatanisme autour de la stabilité, puisqu'effectivement tout le monde dit oui, la stabilité, il n'y a que la stabilité, on n'a pas d'inflation, donc on a de la stabilité. Déjà on n'a pas d'inflation, mais on a beaucoup de rationnement alimentaire, rationnement d'eau, rationnement d'électricité, etc. Donc normalement ça devrait beaucoup faire augmenter les prix si on avait des prix moins administrés, normalement. C'est pour dire qu'en fait, l'argument de la stabilité monétaire,
c'est un argument vraiment de charlatan. C'est-à-dire que la stabilité monétaire en elle-même n'est rien. C'est-à-dire il faut à un moment donné, quels sont les attendus de la stabilité monétaire? Les attendus, c'est dire, on va protéger le pouvoir d'achat avec la stabilité monétaire. Sauf que si vous avez, pour obtenir la stabilité monétaire, vous faites le moins possible de crédit et vous faites remonter le plus possible de réserves au trésor public et dans les banques, en réalité, vous obtenez la stabilité, mais vous réduisez l'activité. Donc, cette stabilité, vous l'obtenez, en fait, en tuant les pouvoirs d'achat. Or, l'idée de maintenir l'inflation basse, c'est l'idée de conserver les pouvoirs d'achat. Donc, en fait, c'est une stabilité qui s'obtient au prix du contraire de ce qu'elle recherche. Donc, en réalité, et vous l'observez aussi, parce que l'autre idée de la stabilité, c'est de dire, on va attirer les investisseurs étrangers. C'est-à-dire que là encore, toujours cette dimension, cette colonialité, la qualité, et c'est extrêmement important. Adam Smith, tout ce que vous voulez, ils ont réfléchi dans leur contexte. Il a voyagé en Europe, il a observé des choses, il a fait des lois, il était dans le contexte philosophique du XVIIIe siècle. Et ceux qui sont venus après, les marginalistes du XIXe siècle, qui étaient d'ailleurs plus mathématiciens d'ailleurs, ils n'ont pas fait d'observation empirique. Donc on a aujourd'hui, c'est peut-être une des disciplines, je préfère parler de discipline, qui a le plus de colonialité, c'est-à-dire les sciences économiques. Tous les concepts qu'on prend viennent de l'extérieur. Développement, sous-développement, émergence, tout, nous sommes concept takers. On n'a même pas envie de dire, voilà comment je vais nommer les réalités de chez moi. C'est extrêmement grave. J'ai été, il y a quelques années, je crois que c'était au Mali, où je regardais la liste des métiers, et je me rendais compte que dans la liste des métiers d'une chambre de commerce, il y a des métiers traditionnels qu'on venait à peine de mettre dans la liste des métiers. Je crois que c'était bijoutier ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, ce sont des métiers qui existent depuis des centaines d'années. Voyez ? Donc en fait, par cette colonialité-là, il y a des métiers qu'on fait ne pas exister, ou alors on va les mettre dans une catégorie commerçant, alors qu'en réalité, ils existent, ils créent de la valeur, ils font fonctionner les économies depuis très longtemps. Donc je pense que cette question-là, moi j'insiste beaucoup là-dessus, ça sera aussi un énorme défi pour l'intelligentsia africaine. C'est-à-dire arriver à poser des questions africaines par rapport au contexte africain. Et on n'atteint pas l'universel par l'épistémologie du bon élève, la copie conforme. C'est pas ça. C'est que vous ramenez des questions de votre terrain à vous qui portent une certaine universalité. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est pas en disant, vous raisonnez sur le PIB comme variable essentielle. Le PIB ne prend pas la production domestique. Nous avons des campagnes dans lesquelles les gens plantent et vont manger ce qu'ils ont mis dans leur champ. Vous n'allez jamais trouver ça dans le PIB. Quelle politique vous allez mener à l'endroit de ces gens? Vous dites il y a 50% de ruraux et que la pauvreté c'est 80% de ruraux. Quelle politique vous menez puisque vos indicateurs ne vous amènent même pas à comprendre ce qui se passe dans les espaces ruraux? Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit voilà, l'inflation est limitée. On ne sait pas à quoi on joue. On ne sait pas du tout à quoi on joue. Donc cette question de la stabilité monétaire, elle est presque triste. Parce qu'on est un peu comme des perroquets. C'est-à-dire que bon, la stabilité, est-ce que ça protège nos pouvoirs d'achat? Concrètement, non. Quand vous prenez les années 75, allez jusqu'à 2 décennies, jusqu'aux années 90, on est quand même des rares pays, c'est vrai que ce n'est pas exclusif à la zone franc, mais on est quand même des rares pays qui n'ont pas progressé en termes de PIB par tête, même en termes d'IDH, on a plein de pays qui ont reculé. Donc il faut quand même qu'on questionne ces modèles-là, qui sont des modèles finalement assez monétaristes de ce point de vue. Donc la fluctuation peut être aussi un choix et peut s'inscrire dans une stratégie qui est absolument positive. Il y a des moments où je dis, je veux promouvoir tel type d'industrie, je peux accepter d'avoir un taux de change un peu plus faible ou plus flexible parce que j'ai des concurrents qui ont des imaginaires de ce qu'on va appeler le consensus de Washington. Les principales règles des économies libérales, c'est quand même beaucoup plus pour soutenir l'idée de flexibilité. Ce n'est pas pour soutenir les changes fixes. Et vous avez donc des gens qui disent on est et d'avoir la stabilité. Et encore une fois, parce que pour moi la question c'est nous, c'est pas les autres, il n'y a que nous que ça ne gêne pas, ce genre de contradiction. Et que vous ne leur mettez qu'un type d'éducation, la même langue, et vous leur donnez le CFA, ils vont reproduire la colonialité CFA, c'est assez évident.
Et pour la langue, c'est encore plus grave, parce que les performances en termes d'éducation des langues étrangères sont extrêmement catastrophiques. Et ça, on le sait au moins depuis les années 50. C'est-à-dire qu'il y a eu officiellement, les linguistes ont travaillé sur cette question, un grand colloque en 53 à l'UNESCO qui dit clairement, et toutes les études l'ont montré, plus vous allez mettre vos enfants à l'école et qu'ils parleront surtout au début une langue qui n'est pas la leur, et moins leurs résultats seront bons. Et là, je vais me permettre une de mes hérésies favorites. Je pense qu'on a dans l'éducation en langue étrangère une hypothèse sérieuse pour comprendre pourquoi, d'une certaine façon, beaucoup d'élites africaines investissent les connaissances pour les retenir et pas forcément pour les critiquer. C'est-à-dire qu'on retient bien, on va retenir, je pense que travailler au départ avec une langue étrangère, ça favorise la mémorisation, ça ne favorise pas forcément l'esprit critique. Et vous le verrez, nos victoires, c'est de dire, bon, il a eu tel diplôme, il a réussi ça, mais c'est moins de questionner et de questionner nos épistémés. Vous savez, moi j'ai travaillé dans un domaine, c'est un domaine je travaille beaucoup dans ce qu'on appelle l'économie de la culture aujourd'hui, et j'ai commencé par l'artisanat. Et ce qui m'avait paru très très bizarre, c'est que j'ai rencontré une dame qui était une exportatrice, une Kenyane. Je vais travailler pour elle, mais vraiment comme job d'étudiant. Et puis elle me dit négligemment, vous savez, je vends 22 000 sacs chaque année aux Japonais. Donc c'était une maman africaine, donc qui faisait des manières, qui ne voulait pas vendre aux gens. Il dit, oh, s'ils veulent, ils prennent, s'ils ne veulent pas, ils ne prennent pas. De toute façon, les Japonais, ils m'en prennent 22 000. Et je me dis, mais qu'est-ce que cette dame me raconte? Et elle vendait 22 000, chaque année, 22 000 sacs de sisal au Japon. Et si vous regardez cet aspect, il y a très peu d'économistes qui ont travaillé sur ces aspects-là, alors que c'est une filière d'exportation que je considère comme des plus puissantes en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous prenez ce tambour qu'on appelle le djembé il est enseigné dans les conservatoires. Il est fabriqué en Asie, il est fabriqué en Amérique latine. Mais comme nous n'avons pas, il n'y a pas un grand économiste américain ou français qui en a parlé, ça n'existe pas pour les Africains. Donc cette dimension, elle doit aussi être à un moment donné rajoutée au débat. En tout cas, il faudrait que les journalistes nous aident à en parler pour que les jeunes qui vont à l'école apprennent non pas pour être les bons élèves d'eux, mais être des gens qui apportent quelque chose à leur société. Je suis l'un de ses meilleurs conseillers d'ailleurs. Quand il a pris le pouvoir, il voulait effectivement que ce franc africain voit le jour. Et il nous a expliqué, dès que j'ai été à Addis Abeba, j'ai soulevé la question, les mêmes dictateurs qui sont au service d'une certaine France-Afrique, mais ils l'ont incendié. Ils ont dit, mais toi tu viens d'arriver, franc africain, qu'est-ce que c'est que ça? Et Wade, qui n'a pas sa langue dans sa poche, leur a dit, écoutez, vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 30 ans, certains d'entre vous sont là. Vous n'avez pas été capable de développer vos pays. Je viens ici, je vous fais des propositions concrètes et vous commencez à m'incendier. Donc, il faut des hommes comme Wade quand il s'agit de créer la monnaie. Ensuite, je le dis, je dis qu'aujourd'hui, nous avons cette chance de faire un débat apaisé. Ça, c'est très important. Il faut que ces Africains qui se sont dépersonnalisés, ils sont tellement dépersonnalisés qu'ils ne voient même pas qu'on est en train encore de revenir à une forme d'esclavage par consentement monétaire, disons-le. Il l'a bien expliqué. Donc, les journalistes conscients, et je salue les journalistes de l'Union internationale, les journalistes africains, M. Solikala par exemple, et beaucoup d'autres, les Williams, nous sommes là pour ne pas céder à l'intoxication. Mais en respectant ceux qui nous portent la contradiction. C'est pas pareil. Je suis prêt, et je dis ça à des amis, comme par exemple Ouattara. Ouattara est un intellectuel qui a fait de solides études. Mais il est aujourd'hui pour le métier du franc CFA. Il se bat pour ça. Alors ce que je dis, puisque Ouattara est pour le maintien du franc CFA, nous sommes prêts à organiser un débat avec ceux qui sont pour la naissance du franc africain tel que les Kako et autres, et leur dire, malgré tout ce que vous avez appris dans les écoles occidentales,
vous vous trompez parce que tout simplement, vous vous êtes dépersonnalisé. C'est très grave. Quand on vous dépersonnalise à ce point-là, même si vous avez fait de solides études, malheureusement, vous ne pouvez pas contribuer à libérer monétairement votre pays ou votre continent. Maintenant, la jeune et talentueuse Samira. Et puis, il faut saluer les artistes, parce que nous envisageons de faire des concerts de sensibilisation sur la naissance du franc africain. Un des artistes est là, Monsieur Jenny Moussa Diawara, que vous connaissez. Il voulait même déjà chanter aujourd'hui. Ah oui, oui. Il m'a dit non, je viens chanter pour la fin du franc CFA et la naissance du monnaie. Mais on chantera avec des artistes. Voilà. Merci, Monsieur Camara. Nous allons continuer avec les questions. Maintenant, et tout ce qu'il écrira, parce que vous êtes une personnalité extrêmement compétente. Eh bien, Monsieur Kako, donc j'ai lu votre intervention de la livraison Jeune Afrique. Vous avez donc indiqué là-dessus, donc est-il normal qu'à l'heure actuelle, les États de la zone franc déposent la moitié de leurs réserves de change dans un code d'opération logé auprès du Trésor français? Et donc je voulais savoir que vous nous expliquiez un petit peu donc de quoi il s'agit, parce qu'il y a des gens qui parlent de l'impôt colonial, et je voulais savoir si c'est la même chose. Et puis d'une part, parce que je me mets dans la peau de l'Africain moyen, hein, de la zone CFA, et donc qui ne comprendra peut-être pas ce que ça veut dire, si c'est donc la moitié. Est-ce obligatoire ou c'est facultatif? Voilà. Et la deuxième chose, vous aviez également seulement des populations de cette zone franc CFA bénéficient des avantages de cette monnaie. Et donc je voulais savoir également, parce que ce sont eux qui peuvent acheter les importations, c'est-à-dire des produits importés avec le franc CFA. Et la dernière question, c'est juste pour savoir, parce que vous avez évoqué les 4 ou 5 possibilités donc de naissance de monnaie. Donc vous, personnellement, laquelle vous préconisez? Merci et bonne journée. Est une monnaie, entre guillemets, gérée par la France et dont la monnaie n'est pas partagée par l'Afrique et la France. Et il y a de nombreuses voix qui s'élèvent contre le franc CFA. Et aujourd'hui, à qui profite réellement le franc CFA? Et combien, en termes de suffrage, ça rapporte, le franc CFA rapporte combien à la France, si c'est le cas? Si aujourd'hui, le franc CFA rapporte réellement à la France, à combien se chiffre réellement, annuellement, la réserve que les Africains déposent auprès de la banque française, la Banque de France? Voilà. Et une autre question, aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que les Africains font pour se créer une monnaie en matière de monnaie concrète? Qu'est-ce qui est fait réellement? Il y a eu beaucoup de débats depuis de très longues années, mais qu'est-ce qui se fait réellement si on veut être indépendant, si la monnaie franc veut être autonome et en matière monétaire, mais aussi en matière de création de recherche et de profitabilité pour le peuple africain? Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que les choses avancent, pour qu'on ne reste pas que en termes de débat et de conférences et autres? Et voilà, je vous remercie.